Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va parler de la ligne de LR. Votre parti a-t-il vocation à se rapprocher du RN ou du centre? Qui portera vos couleurs en 2027? On va parler du narcotrafic aussi, avec Marseille de nouveau endeuillée. Mais d'abord, vous êtes resté 3 mois à Matignon. Vous avez été censuré après le recours au 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. C'était le 4 décembre, il y a quasiment un an. Ne nous trompons pas d'enjeu. Ce qui se décide en cette fin d'après-midi, dans cet hémicycle, ce n'est certainement pas l'issue d'un bras de fer entre l'une ou l'autre des formations politiques et le Premier ministre. Je n'ai pas peur, j'ai rarement eu peur dans mon engagement politique. Voilà, on entendait votre voix ce jour-là, ce jour de la censure. À l'époque, votre gouvernement n'était pas solidaire, c'était la cacophonie à l'Assemblée. Et puis, votre méthode était critiquée quand la méthode de Sébastien Lecornu est saluée. Que vous dites-vous aujourd'hui? Il a compris quelque chose que je n'avais pas compris? Est-ce que je peux me permettre, avant de répondre à votre question, de dire un mot de l'émotion que j'ai eue hier, comme beaucoup, en apprenant le décès de Xavier Emmanuelli. Oui, bien sûr. C'était un homme que je connaissais, il avait été ministre soutenu par Jacques Chirac. Et grand humanitaire. Un grand humanitaire, et si le mot fraternité veut dire quelque chose, et j'espère qu'il veut dire beaucoup, il en était le visage. Voilà. Il savait, Xavier Emmanuelli, que chaque homme est nécessaire. Voilà. Que je voulais dire de lui. Michel Barnier, on a entendu votre message. Vous disiez, est-ce que quand vous voyez que la méthode de Sébastien Lecornu est saluée aujourd'hui, alors que vous, la vôtre était critiquée à l'époque, est-ce que vous dites il a compris quelque chose que je n'ai pas compris? C'est pas forcément question de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut juger sur la durée quand on a le temps pour soi, ce qui ne m'a pas été donné en raison de l'attitude, je me permets de vous le rappeler, du Parti Socialiste qui, 4 jours après ma nomination, m'a fermé la porte en disant « on votera la censure parce que vous n'êtes pas de gauche ». Et nous avons un engagement avec M. Mélenchon que tout Premier ministre devait être de gauche. Donc, ils ne vous ont même pas donné une chance? Non, ils ne m'ont pas donné une chance, et alors que j'étais prêt à discuter, à négocier de manière respectueuse. Et puis le Rassemblement national lui-même a fermé la porte. Et quand Mme Le Pen met ses voix avec celle de M. Mélenchon, c'est fini. Donc c'est pas une question de bonne ou de mauvaise méthode, c'est peut-être une question de bonne ou de mauvaise mesure. Et puis il faut être très humble. Moi je souhaite qu'on trouve le chemin. La France a besoin d'un budget. Les entreprises, petites et grandes, surtout les petites, ont besoin de stabilité, de visibilité. Mais pourquoi d'après vous, Sébastien Lecornu réussit là où vous avez échoué? Et pour l'instant, il a réussi, et j'en suis heureux, à ouvrir un dialogue. Mais quel est le prix de ce dialogue? Si le résultat, c'est un budget qui décourage tous ceux qui entreprennent, les artisans, les élus, les commerçants, les entreprises, alors on aura raté l'objectif. C'est ça le budget aujourd'hui? C'est ça le budget? C'est un mauvais budget? Quel regard vous portez avec une augmentation des dépenses sociales qui va être portée à 25 ou 27 milliards par rapport à 15, avec des taxes dans tous les sens? La folie, l'improvisation fiscale est absolument insensée. 40 milliards de hausse d'impôts, oui. Et puis des économies qui étaient prévues par le gouvernement qui se sont volatilisées. Oui, donc d'un côté comme de l'autre, on aggrave la situation que moi j'ai trouvée, qui était déjà très grave et qui s'est aggravée depuis avec un déficit insupportable. Vous voyez, dans toute cette affaire, je pense que on pourra peut-être aussi dire un mot de ce qui se passe autour de nous, parce que la France n'est pas toute seule. Il y a une situation très grave en Europe et dans le monde, au Proche-Orient, en Ukraine. Aujourd'hui, M. Zelensky est à Paris. Mais il y a aussi une grande faiblesse, un grand problème, c'est qu'on ne pense pas aux générations futures. Je le dis avec l'âge qui est le mien, et que je n'ai pas besoin qu'on me rappelle, on n'a pas le souci des jeunes dans ce pays. Donc, à la fois pour l'écologie et pour les finances, mais avec le budget qu'on est en train de voter... Est-ce qu'il y a une façon d'arriver à un compromis avec une assemblée aussi clivée? Je pense notamment à la réforme des retraites que vous dénoncez. Si chacun se tient de manière responsable, et ce que j'observe du Parti Socialiste, c'est qu'il est à la fois assez arrogant, en tout cas très assuré de lui-même, on lui a peut-être donné le chemin d'être assuré, et qu'il fait du chantage. C'est pas une négociation actuellement. Une négociation à la borne. Peut-être il fallait au bout de la route dire on va faire... Elisabeth Borne, vous voulez dire? Comment? Quand vous dites à la borne? Les bornes. Non, pas de Madame Borne. Je ne permettrai pas mettre des bornes, c'est-à-dire mettre des repères dans une négociation. Vous voulez dire que Sébastien Lecornu a trop cédé aux socialistes? On a le sentiment qu'il n'y a pas de négociation actuellement, qu'il y a une sorte de chantage du Parti Socialiste qui a obtenu dès le début qu'on supprime, et j'ai voté contre cette réforme des retraites qui était insuffisante, imparfaite, mais nécessaire pour les générations futures. Et puis maintenant, ce sont des impôts dans tous les sens. Donc je ne sens pas de repères, je ne sens pas de borne, de limite à ce chantage.
Mais il y a quand C'est même ça 8 qui nous députés inquiète. LR qui ont voté pour la suspension et 9 qui se sont abstenus et 25 qui ont voté contre. Donc votre groupe LR est très divisé sur Oui, ce notre groupe, dans sa majorité, a voté pour la suspension, en cohérence. C'est ce que j'ai fait, en pensant encore une fois aux générations futures. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est que dans la discussion il y a 2 ou 3 ans, il avait déjà émis des réserves sur cette réforme. En même temps, est-ce que Sébastien Lecornu avait le choix? Vous dites qu'il a trop cédé aux socialistes, les socialistes font du On a chantage, il toujours le fallait pas choix. suspendre la On a réforme. toujours le choix. Pour la J'ai eu le stabilité choix. du pays, il avait À un le choix. moment donné, quand Madame Le Pen essayait de faire ce chantage, elle aussi, en demandant de plus en plus de mesures qui aggravaient le déficit, j'ai dit ça suffit, j'ai pris mes responsabilités. Donc j'ai dit à Monsieur Lecornu que je soutiens et à quel je souhaite de réussir. Je lui ai dit qu'à un moment donné, notre groupe, en tout cas moi-même, avec l'expérience ou le recul que je peux avoir, je vais avoir un choix à faire entre le choix de la stabilité qui m'a fait soutenir son gouvernement et souhaiter même à l'époque que nos ministres restent au gouvernement, et puis le choix de refuser un budget qui décourage toute l'activité dans ce pays. Et qu'allez-vous faire? Eh bien, je vais voir le résultat des courses. Je ne Vous connais ne pas savez le pas budget encore final. si vous voterez ou non ce Vous ne budget. connaissez pas non plus le budget qui va être sorti du Sénat, et je pense que le Sénat va faire un travail salutaire. Je repense à la prédiction d'Édouard Philippe après la dissolution. Il avait dit il ne se passera plus rien dans le pays jusqu'à la présidentielle. Est-ce qu'on peut encore réformer aujourd'hui? Faire quelque chose pour le C'est très pays? difficile de réformer, de faire de grandes réformes. Donc il faut faire de petits pas, ou parfois des pas qu'on enclenche, comme on pourra peut-être parler de narcotrafic, voilà un pas Bien que sûr, j'ai on va en enclenché. On peut donner des orientations sur un sujet qui me tient à cœur et dont je souhaite qu'il puisse être poursuivi en 2026, celui de la santé mentale. Voilà des sujets qu'on peut agir, mais il n'y a pas de possibilité de faire de grandes réformes, puisqu'il n'y a pas de majorité. Et donc, tout cela, c'est le résultat d'une dissolution qui est incompréhensible. Qu'est-ce que vous attendez du Sénat aujourd'hui? Le budget de la sécurité sociale sera examiné à partir de mercredi. Vous leur dites quoi, vos amis sénateurs? Voter comme les députés de droite, ou faites-vous plaisir Il y a d'étricoter une ce majorité au budget? Sénat, il y a un président, il y a un président de groupe pour Mathieu Darnaud, pour notre groupe qui est le plus important du Sénat, puis il travaille avec les autres. Il y a une majorité très solide et qui, je pense, va faire un travail responsable, en responsabilité. Et ils vont peut-être, en dehors du brouhaha de l'Assemblée nationale, où je dois vous dire que l'ambiance que je retrouve, puisque j'ai déjà été député, là, comme nouveau député de Paris et de la 2e circonscription de Paris, je retrouve cette Assemblée et parfois je suis très surpris et inquiet. L'autre jour, dans un débat concernant l'Algérie, j'avais le sentiment d'une ambiance pré-insurrectionnelle entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Pré-insurrectionnelle Oui, il y à avait une l'Assemblée, sorte vraiment? de haine, d'animosité qui m'a beaucoup inquiété Vous avez pour peur qu'ils en l'état viennent de aux notre mains? démocratie. Vous avez eu peur qu'ils en viennent aux mains? Non, mais je pense c'est la traduction d'un climat et d'une ambiance, d'une haine, d'une animosité qui n'est pas normale dans une démocratie. Et je pense qu'il faudra très vite retrouver et de la hauteur et du respect davantage. Michel Barnier, vous n'avez pas beaucoup parlé après le départ de Bruno Retailleau, dont vous êtes proche du gouvernement. Est-ce qu'il a raté sa sortie? Non, il a travaillé, il a agi en conscience. Le sentiment qu'il a eu, c'était précisément un manque de confiance de la part du chef de l'État et du Premier ministre. Les conditions n'étaient pas là et je ne vais pas faire de commentaires davantage sur cette décision de quitter le gouvernement. Dommage, allez-y. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Moi, j'ai confiance dans Bruno Retailleau. Je l'ai nommé ministre, je ne l'ai jamais regretté. Et aujourd'hui, je l'ai soutenu comme le président de notre famille politique. Et nous avons un gros travail à faire de reconstruction qui continue. Les élus sont revenus, beaucoup de militants reviennent. Et justement, un travail sur la ligne, Michel Barnier, parce Oui, que depuis que Bruno... C'est le vrai sujet plutôt que les personnes, celui du fond. La ligne de Bruno Retailleau, surtout depuis qu'il a quitté le gouvernement, elle est assez contestée. Alors, il y a eu le psychodrame sur le maintien des ministres LR contre la ligne du président du parti. Il y a aussi la ligne vis-à-vis du RN, et certains de votre parti déplorent un manque de clarté, notamment Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Écoutez, il était sur France Inter fin octobre. J'appelle les Républicains à davantage de cohérence. Notre famille politique, elle a été dirigée par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, qui ont toujours été sans aucune ambiguïté vis-à-vis du Rassemblement national. Jamais d'alliance, jamais d'union, pas une voix pour les dirigeants du Rassemblement national. Michel Barnier, est-ce qu'il faut clarifier la ligne? J'ai pas de problème avec ça. Il n'y a pas d'ambiguïté ni de Bruno Retailleau ni de mon côté. Quand vous dites pas une voix à gauche...
Il y a une ambiguïté. Excusez-moi, ce n'est pas le moment non plus de jeter des excommunions ou donner des leçons de morale. La ligne de Bruno Retailleau est claire, il n'y aura pas d'alliance avec les dirigeants qui se trouvent sur notre droite, à l'extrême droite, et les alliés de Madame Le Pen. Mais Jean-François Copé, par exemple, ou Xavier Bertrand, ils ont critiqué le choix de suspendre les ministres LR, alors que LR ne sanctionne pas François-Xavier Bellamy quand il vote une motion de Jordan Bardella au Parlement européen. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Quand on se rapproche du centre, on est embêté, mais quand on se rapproche de l'extrême droite, il ne se passe rien? Non, je veux dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je viens de vous le dire. Et j'ai vérifié ce point avec Bruno Retailleau à cette occasion. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Et je veux dire que s'agissant de l'alliance ou des alliances qu'il va falloir nouer, pour moi, elles sont clairement du côté du centre, des mouvements centristes. Il y en a beaucoup avec lesquels nous avons travaillé, avec lesquels j'ai travaillé comme Premier ministre. C'est le choix que j'ai fait au nom de ma famille politique. Je me permets de le rappeler, ce n'était pas un choix personnel et volontaire. Mais si vous me permettez, par rapport à tous ceux qui nous écoutent et qui en ont, comme beaucoup de Français, ras-le-bol des querelles, qui n'ont plus confiance dans la politique, pour retrouver cette confiance, il faut arrêter de parler des personnes, mais de parler des idées d'abord et des projets politiques. Mais est-ce que vous avez les mêmes idées? Parce que vous parlez beaucoup de droite claire, vous venez de dire clairement, là encore une fois, est-ce que vous avez encore une droite? Ou est-ce que c'est pas juste une série de trajectoires individuelles qui n'ont plus rien en commun? Je suis précisément en train de vous dire qu'il y a des trajectoires, il y a des ambitions, il y en a à gauche, à droite, au centre, il y en a partout des ambitions, c'est légitime. Mais quel projet porte ces ambitions? Voilà la question. Et moi, je pense que le moment où nous sommes, au-delà des élections municipales et sénatoriales, c'est un moment utile pour travailler sur le fond et préparer ce que j'ai appelé le pacte pour la France, avec 7 ou 8 grands chantiers, notamment celui de l'immigration. Il n'y a aucune raison de laisser cette question à l'extrême droite. Il n'y a aucune raison de laisser l'écologie, une écologie humaniste et concrète, aux écologistes, aux Verts ou à la gauche. Il n'y a aucune raison de laisser la question du travail de côté, le mérite. Voilà les questions qui doivent être traitées à travers l'élection présidentielle, sans doute. Michel Barnier, très concrètement, pardon, parce qu'il y a un cas qui se présente bientôt. À Nice, les municipales. Éric Ciotti, candidat de l'UDR, allié de Marine Le Pen, face à Christian Estrosi qui a rejoint Horizon. Votre parti, les LR, soutiendra... Mais nous ne soutiendrons pas M. Ciotti qui a trahi notre famille politique, et le parti délibérera pour savoir le soutien et les conditions du soutien que nous apportons à M. Estrosi. Mais vous voyez, vous me ramenez toujours à des questions de personnes. Non, c'est une question de ligne. L'UDR, c'est pas la même ligne qu'Horizon. La ligne politique, c'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Qu'est-ce qu'on veut faire pour rétablir l'ordre aux frontières, dans la rue, dans les comptes? Qu'est-ce qu'on fait pour préserver les générations futures, s'agissant de l'écologie ou des finances publiques? Arrêter de tirer des chèques sur le dos et la tête des jeunes Français, alors qu'on ne fait pas les efforts qu'on devrait faire au niveau de nos générations. Et justement, on va parler de l'ordre dans un instant, Michel Barnier. On va se demander si la France est en train de devenir un narco-État après ce qui s'est passé à Marseille. Mais tout de suite, il est 8h46. La France entend réaffirmer son engagement aux côtés de l'Ukraine. Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Paris. Au programme, un déplacement sur la base militaire de Villacoublay. Visite aussi de l'état-major de la force multinationale Ukraine que la France et le Royaume-Uni sont en train de mettre sur pied. Le sommet Choose France aujourd'hui, première édition destinée aux investissements français. Et ce sont au total plus de 30 milliards d'euros d'annonces qui sont attendus. 9 milliards d'euros uniquement dans de nouveaux projets. Ainsi, Eclairion, le centre français d'hébergement de supercalculateur, va investir 2,5 milliards d'euros en France sur les 4 prochaines années. Le début du procès du maire de Cholet, 3 ans après un feu d'artifice mortel dans cette ville du Maine-et-Loire. 5 personnes au total comparaissent pour homicides et blessures involontaires. Ce feu d'artifice du 14 juillet avait causé la mort d'un garçon de 7 ans et de sa sœur de 24 ans. Il avait fait également 12 blessés. Avec lui disparaît un grand humaniste de notre République. Les mots d'Emmanuel Macron après l'annonce de la mort de Xavier Emmanuelli. Le médecin a cofondé Médecins sans frontières, c'est lui qui a inventé le SAMU social. Xavier Emmanuelli avait 87 ans. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Merci beaucoup Diane Ferchit. Et nous sommes toujours avec Michel Barnier, ancien Premier ministre, ancien commissaire européen, député LR de Paris. On parle du narcotrafic à Marseille, Paul. Oui, un crime d'avertissement. C'est la piste privilégiée après la mort du petit frère du militant écologiste Amine Kessassi. C'était jeudi en plein jour à Marseille. Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, était sur France Inter ce matin.
Ce n'est pas la première fois que des victimes totalement étrangères au trafic se produisent, hein. Mais c'était le produit en quelque sorte de balles perdues. En revanche, là, on a une action délibérée pour tuer quelqu'un qui n'a rien à voir avec le trafic, pour faire taire vraisemblablement son frère, hein. Le procureur de Marseille qui emploie également une expression très forte, il parle de contre-société du narcotrafic. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous tous les politiques, contre ce fléau? D'abord un mot de compassion et de solidarité avec la famille d'Amin Kessachi, qui est tragiquement et durement éprouvée. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. C'est déjà son précédent. Il faut être implacable. Mehdi. Et d'ailleurs, vous dites qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes en droit de me demander des comptes. Moi, un des premiers sujets dont je me suis saisi comme Premier ministre, et encore une fois, je n'ai pas eu beaucoup de temps, c'était précisément celui-ci. Et qu'est-ce que la vous avez lutte fait? contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Et j'ai réuni dans mon bureau le garde des Sceaux, Didier Migaud, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui ont travaillé ensemble, qui sont allés à Marseille, annoncer un certain nombre de mesures, notamment la création d'un parquet. Il y a désormais un parquet dédié au narcotrafic. Mais vos opérations XXL n'ont servi à rien, on le voit. Le fléau continue. Bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une détermination nouvelle, des moyens nouveaux contre le blanchiment de l'argent. Vous parliez tout à l'heure de toutes ces plateformes qui permettent de blanchir de l'argent, le statut des repentis. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, d'ailleurs, sur la base d'un travail du Sénat. On parlait du Sénat tout à l'heure, qui fait un travail très utile et quelquefois très sérieux, très sérieux avec du recul, si je puis dire, par rapport au brouhaha général de la politique française. Et bien, sur ces bases, nous avons fait une loi, et il y a une loi qui a été votée contre le narcotrafic, il faut maintenant l'appliquer. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui que ces narcotrafiquants s'en prennent à des hauts magistrats, à des responsables politiques directement, à des journalistes, comme on l'a vu aux Pays-Bas, en Belgique, et que la France devienne un narco-État? J'allais citer les exemples que je connais assez bien de la Belgique ou des Pays-Bas, où on voit ces réseaux extrêmement puissants, avec beaucoup d'argent et sans scrupules, qui s'en prennent à des responsables politiques. Donc il faut être implacable et il faut que la loi s'applique. Je crois que nous avons, avec cette loi, issue du Sénat, encore une fois, donné au pouvoir public des moyens nouveaux. Il faut que le dernier mot reste à l'État et à la loi. Et nous en reparlerons évidemment sur France Info. On revient à des questions plus politiques pour la présidentielle, la question de la primaire. On comprend rien, c'est pas clair chez les LR. À droite, Laurent Wauquiez plaide pour une primaire de Gérald Darmanin à Sarre-Knafo. Il a rencontré Éric Zemmour pour lui en parler la semaine dernière. C'est la ligne officielle de LR, ça? Parce que David Linard dit la même chose. Et juste, je complète, parce que je sais que vous allez me répondre. Dans le Figaro, vous parlez d'un conclave. Qu'en est-il? Non, on est tous à la recherche du moyen de se mettre d'accord. Parce que derrière le projet qu'il faut construire, encore une fois, d'abord les idées, avant de parler des personnes. Je vais le répéter une troisième fois. Les idées d'abord, le projet d'abord, c'est ça à quoi je travaille en ce qui me concerne, avec tous ceux qui voudront travailler avec moi, et je suis prêt à travailler avec beaucoup d'autres. J'entendais Jean-Louis Borloo hier évoquer l'enjeu de la régionalisation. Ce pays est en train d'étouffer à force de tout centraliser, d'accumuler les normes, les impôts, d'enchevêtrer les responsabilités. Voilà. Les idées sont incarnées par des personnes, Michel Barnier. Oui, vous ne voulez pas de primaire? Moi, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de temps, et sans doute pas le temps ni les conditions pour réunir une primaire. Donc et puis, vous savez très bien pourquoi que pas le temps? Parce qu'il y a très peu de temps entre les élections municipales, sénatoriales et les élections présidentielles, et que pour préparer un candidat, pour le décider, pour le désigner, pour qu'il puisse faire campagne, il faut du temps. Et le temps est court. Maintenant, il y a peut-être une primaire possible, je n'en sais rien, nous verrons bien si tout le monde veut y participer. Parce qu'une primaire, je pense à la droite républicaine et au centre. Et puis, il y a... Donc vous n'êtes pas contre cette idée? Une primaire de la droite et du centre. J'ai moi-même participé à une primaire qui n'a pas été un grand succès, alors que d'autres primaires dans le passé, notamment en 2017, ont été soutenues par 2 à 3 millions de citoyens, mais avec davantage de temps. C'est ça que je suis en train de vous dire de manière très, très calme et très sérieuse. Il y a peut-être d'autres moyens. J'ai évoqué l'idée d'un conclave qui réunit tous les parlementaires, au moins tous les parlementaires, de ce qu'on appelait le socle commun de toutes les formations. Vous l'arrêtez où, votre socle commun? Vous l'arrêtez où, votre socle commun? Non, je l'arrête aux formations de la droite et du centre. Michel Barnier. Que ça, je vous ai déjà dit cela de manière extrêmement claire. Voilà. Vous soutenez toujours Rachida Dati, vous dites que c'est pas une question de personne, mais vous la soutenez pour les municipales, alors qu'elle est suspendue, comme les autres ministres LR, restés au gouvernement, malgré la consigne de Bruno Retailleau. Et alors surtout qu'elle est mise en examen et sera jugée après les élections pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Carlos Ghosn. Ça ne vous pose pas de problème en termes Rachida Dati, comme tout le monde, a droit à la présomption d'innocence, et donc ne jugez pas avant les juges. Je veux simplement dire que je connais bien Rachida
Dati. J'ai d'ailleurs dit depuis longtemps que je la soutiendrai. Je l'ai dit au moment de me présenter à l'élection législative partielle qui a eu lieu au mois de septembre et qui m'a permis de devenir député de Paris. Elle a beaucoup de pugnacité, elle a beaucoup de compétences, elle a de l'expérience, on le voit dans le 7e arrondissement. Et je pense que toutes ces qualités doivent être mises au service d'une alternance dont les Parisiens ont besoin depuis 25 ans. L'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, estime plutôt, je cite, que d'un point de vue moral, ça fait longtemps qu'elle aurait dû abandonner son mandat, car quand on est concerné par des affaires aussi lourdes, on prend ses responsabilités. Et elle dit aussi, c'était sur RTL, qu'elle n'imagine pas une seconde les Parisiens et les Parisiennes confier les clés à quelqu'un qui pourrait être démis de ses fonctions. Écoutez, ça c'est de la polémique, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas passer du temps à répondre à un commentaire de Mme Hidalgo ou d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet qu'on porte sur Paris. Mme Dati présente des idées intéressantes, notamment sur la mobilité, sur la sécurité, sur le respect qu'on doit aux piétons, sur l'ensemble des préservations des espaces naturels. Je trouve que son projet est très bien construit et utile, et je pense qu'elle a la qualité pour le conduire. On entend votre soutien à Rachida Dati. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien détenu depuis près d'1 an en Algérie, a été libéré mercredi dernier, gracié par l'entremise de l'Allemagne, où il se trouve toujours. Écoutez Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, sur France Inter. C'est un désaveu cinglant pour les partisans de la méthode forte, de la brutalité et de l'invective. Là, vous parlez Je parle de tous ceux que j'entends, y compris aujourd'hui, après la libération de Boualem Sansal, qui continue de minimiser le rôle de la France et de sa diplomatie. Règlement de compte entre macronistes et la droite, c'est la méthode Bruno Retailleau qui est en cause, Michel Barnier. Vous ramenez toujours les questions à des problèmes de personnes. Je suis très étonné de cela. D'abord, permettez-moi de rappeler qu'il y a un autre compatriote, Christophe Glaise, tout à fait, journaliste, qui est toujours retenu. Je vais le rappeler parce que vous ne l'avez pas cité. On va le faire, il sera jugé le 3 décembre, c'était ma question. C'est pas une question de personne, parce que Jean-Noël Barrot, ce qu'il dit, c'est que c'est la méthode Bruno Retailleau qui n'a pas permis cette libération. Enfin, en tout cas, il pointe la méthode de la fermeté prônée par Bruno Retailleau. Jean-Noël Barrot, que j'ai d'ailleurs nommé ministre des Affaires étrangères avec l'accord du chef de l'État, mettre en cause directement Bruno Retailleau. Voilà 1 an que Boualem Sansal était emprisonné de manière absolument inadmissible. On ne peut pas mettre en prison des idées et ceux qui les portent et la culture. Et voilà pourquoi nous sommes battus. Il n'y a pas que ce problème-là avec l'Algérie. Il y en a beaucoup qui exigent une remise à plat. Donc il faut donner une chance à la diplomatie. C'est ce que nous avons fait, ce que j'avais d'ailleurs décidé en accord avec le chef de l'État quand j'étais Premier ministre. Et puis on a vu que les Algériens n'ont pas été dans cet état d'esprit de coopération. Tant mieux s'ils le deviennent. Je remercie d'ailleurs le président Steinmeier, le président allemand, d'avoir contribué à cette libération de Boualem Sansal et les diplomates français qui ont fait leur travail. On ne va pas jeter des anathèmes ou donner des bons ou des mauvais points. Ce qui est important, c'est qu'on remette à plat, de manière sincère et respectueuse, nos relations avec l'Algérie. Monsieur Barnier, une question rapide avant la question qui sera posée ce matin par Agathe. Nicolas Sarkozy est sorti de la prison de la Santé. Quelle place a-t-il à droite, sachant que David Lisnard, qui était votre invité il y a quelques semaines, qui était à votre place, considère qu'il n'est plus une figure tutélaire de la droite? Et vous? Mais Nicolas Sarkozy a dit lui-même qu'il abandonnait, qu'il ne chercherait plus à avoir une action politique directe. Il l'a dit lui-même, donc je ne vais pas dire autre chose. Ça n'empêche pas l'amitié. En tout cas, je reste son ami. Ça n'empêche pas. Vous avez des contacts avec lui récemment? Oui, j'ai eu des contacts avec lui. Je l'ai vu il y a quelques semaines. Je lui ai écrit au moment de cette épreuve qu'il a subie. Il a dit lui-même que le droit avait été appliqué. Je ne reviens pas là-dessus. Ça n'empêche pas la mémoire, le souvenir, la reconnaissance. Michel Barnier, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui déjeune, parce que vous devez déjeuner avec François Bayrou, autre ancien Premier ministre éphémère comme vous. Ce sera mercredi. Vous voulez lancer un club de réflexion des anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron? Non, mais on peut mutualiser nos expériences. François Bayrou a été un Premier ministre. Il a d'ailleurs fait le même diagnostic que moi sur le budget, sur le déficit, dont on ne parle pas beaucoup actuellement, je me permets de vous le dire. Moi, je voulais réduire le déficit de 1%. François Bayrou n'y est pas arrivé. Le déficit s'est aggravé. Ce sont des dettes sur la tête de nos enfants. Et je trouve que ce n'est pas responsable. On va au moins parler de ça, et puis peut-être du reste, puisque je vous ai dit que mon souci, c'était de contribuer à ce qu'il y ait un candidat commun pour la droite républicaine et le centre aux élections. Dans votre livre, ce que j'ai appris de vous, Chronique pour demain, mais est-ce que c'est un déjeuner pour refaire le monde ou pour constater que le monde vous écoute plus trop tous les deux?
Je ne sais pas si le monde nous écoute, vous verrez bien si le monde nous écoute ou pas, c'est pas à vous de le dire, c'est aux électeurs, aux citoyens de le dire. Moi, je viens d'être élu député, donc j'ai cette légitimité politique. Je crois qu'il faut être humble, je ne crois pas qu'il faille donner des leçons, mais on peut peut-être ajouter l'enthousiasme, l'énergie qu'on a quand on est plus jeune et qu'on peut garder quand on est plus âgé, avec l'expérience. En tout cas, nous avons cette expérience d'un gouvernement difficile avec une majorité impossible. Et voilà pourquoi il faut tout faire dans ce pays avec les Français qui méritent qu'on se batte pour eux. Il y a tellement d'énergie positive, on le voit aujourd'hui avec Choose France, la création d'entreprises françaises, d'énergie sur le terrain, dans les territoires, dans les petites et moyennes entreprises, chez les agriculteurs. Il y a tellement d'énergie positive dans ce pays que ça mérite qu'on se batte pour lui. Voilà ce que je pense. Merci. Et ça vaut bien un déjeuner. Merci beaucoup Michel Barnier d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci beaucoup Paul. On se retrouve demain. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sont les informés avec Renaud Dely.